are going to dedicate this hour to the issue of Haiti and the reparations. So this session will be held in French, so please put on your translation headset. Alors, pour parler des réparations, c'est un passage obligé de parler de Haïti. Car Haïti est un cas emblématique. Haïti incarne toute la violence de l'exploitation coloniale et de ses injustices. C'est la première nation noire indépendante. Elle a gagné sa liberté au prix d'une révolte historique au XVIIIe siècle, mais elle a aussi payé très cher, car la France, l'ancienne puissance coloniale vaincue, lui imposera le paiement d'une rançon estimée à plusieurs milliards de dollars et qu'Haïti réclame toujours. Cette extorsion, elle continue de hanter le présent de Haïti, qui se débat, comme vous avez peut-être pu le voir, dans l'instabilité chronique, le chaos sécuritaire et la pauvreté. Et en fait, le cas d'Haïti est également emblématique, car c'est le laboratoire de cette exploitation, de cette violence coloniale, qui va ensuite être dupliquée en Afrique par les puissances coloniales européennes. Et Haïti, donc, c'est aussi l'histoire des réparations, car il y a plus de 20 ans déjà, Haïti a endossé politiquement cette question à travers son président Aristide, qui avait demandé à la France de payer 21 milliards de dollars qui, pour le moment, n'ont toujours pas été payés. Alors, aujourd'hui, nous allons nous demander comment on peut réparer cette injustice coloniale qui est en grande partie responsable du chaos actuel et de la déstructuration de la société haïtienne politiquement, économiquement et socialement. Et pour ce faire, nous allons échanger avec deux Haïtiens qui sont très engagés sur ces questions-là. Donc il y a Karine Bélizard, haïtienne installée en France, professeure de lettres d'anglais et membre du collectif Contre Rançon, qui a été créé en 2023, également poétesse, artiste. D'ailleurs, elle est venue avec une toile qu'elle nous dévoilera un peu plus tard. Et puis également, le collectif auquel Karine participe sensibilise les populations haïtiennes aux enjeux sociétaux, parce qu'on le verra, la question des réparations, c'est une question qui a pu également être récupérée par les élites haïtiennes. Et Karine et Boumba font un travail de fond en allant voir les communautés pour leur expliquer les enjeux en créole, très souvent, qui est la langue qui est parlée à Haïti. Et puis Boumba, historien, sociologue, militant des mouvements sociaux. Tu as donc plusieurs casquettes et tu es également à l'origine d'un collectif, la création d'un collectif héritier afro-descendant qui porte les questions de réparation, de restitution et de racisme. Et également, tu as fondé ou cofondé le collectif Justice et Mine. Mais avant cela, nous allons visionner un documentaire, un long extrait d'un documentaire intitulé « Haïti, la rançon de l'indépendance » du réalisateur français Vandril Lanos. Alors, pourquoi on a choisi de vous diffuser une partie de ce documentaire? Parce que on a trouvé qu'il avait une qualité qu'il était pédagogique pour resituer ce qui s'était passé dans le contexte historique. Mais on verra également que c'est aussi une œuvre un peu controversée, dans la mesure où c'est un documentaire qui a été diffusé sur la première chaîne publique française, donc un public très large public, à une heure de grande écoute. Et qui avait aussi une volonté de diffuser un peu le discours dominant des autorités françaises, qui sont restées assez muettes ou même assez méprisantes vis-à-vis de la question de la rançon pendant longtemps. Donc on en discute juste après la diffusion du documentaire. Voilà, merci beaucoup. Donc, on ne peut pas tout diffuser parce qu'on n'a qu'une heure. Le documentaire dure 1 heure au total, donc je vous invite à voir la suite. Il y a des choses intéressantes. Alors, ma première question, elle s'adresse à Boumba, qui nous arrive donc de Port-au-Prince. Nous, les images qui nous parviennent d'Haïti depuis plusieurs mois maintenant, c'est quand même une situation très d'insécurité, de chaos. Ma première question, je voulais savoir comment tu vas. Eh bien,
en Haïti, on dirait qu'on est bien. On résiste, on maintient le flambeau du combat, mais on souffre aussi. Et cette souffrance nourrit l'inspiration qu'une fois on va se libérer de ce fardeau, de cette punition pluriséculaire. Donc on est bien, on souffre beaucoup, on souffre beaucoup. On parle de l'insécurité, moi je parle d'une criminalisation au lieu d'insécurité. Donc l'insécurité, on en connaît partout. Ce qu'on connaît en Haïti, c'est une prise d'otage, c'est une criminalisation de la vie. Et cette criminalisation, c'est des Noirs. Je suis très content d'être au Kenya pour en parler, puisque déjà les Kenyans sont en Haïti, comme une instrumentalisation du corps noir à pouvoir se battre contre les corps noirs au profit de la suprématie blanche. Donc, on en parlera davantage dans la conversation. On reviendra à la fin de la discussion sur l'envoi de soldats kenyans pour sécuriser, c'est comme ça que c'est présenté. Karine, donc cette rançon, elle a été mise en place il y a tout juste 200 ans. Et j'aimerais savoir, en 2003, donc le président Aristide fait cette déclaration qui va sidérer effectivement les Français parce qu'il demande le remboursement de près de 21 milliards de dollars. Qu'en est-il aujourd'hui de ce sujet-là ? Est-ce que la question des réparations, les Haïtiens s'en sont appropriés ? Et sinon, pourquoi ? Qu'est-ce que vous faites pour que justement ça soit un sujet ? Merci, c'est une très très bonne question. C'est vrai que la question, elle remonte à 2 siècles. Et là, nous sommes en 2025. C'est le bicentenaire, justement, de la rançon. Et le documentaire, il date de 2024, pas de cette année. Ce qui se passe, c'est vrai que la question a été soulevée par Aristide lors de son discours. Donc, comment est-ce que Aristide a eu écho, justement, de cette rançon, parce que je fais partie d'un collectif contre rançon 1825. On ne parle pas de dette, nous. On parle de rançon, et je pense que c'est important, on en reparlera, de ce glissement sémantique qui mérite vraiment, vraiment un travail. Il y a vraiment un travail à faire. Donc, pour revenir à Aristide, comment a-t-il eu écho de cela ? C'est juste que c'est parce qu'il y a un médecin qui s'appelle Francis Saint-Hubert. Il parle à la fin de la vidéo. Il t'explique qu'il faisait sa recherche sur Haïti, pourquoi elle est pauvre comme ça, et pourquoi les gens, ils ont toujours recours à la pharmacopée, à la médecine traditionnelle. Pourquoi on est dans cet état ? Et c'est en allant dans les archives, justement, qu'il a trouvé, au fait, qu'il y a eu, justement, c'est ce qu'on nous dit dans le documentaire, et je pense qu'il y a une part de vérité quand même, c'est en fouillant dans les archives qu'il est tombé sur cette question de rançon. Et Aristide était le président à l'époque. On lui dit, OK, va voir Aristide, parle-lui-en. Et c'est ce qu'il a fait, il en a parlé. Et Aristide étant un dirigeant proche du peuple, tu me corrigeras si j'ai... C'est un ancien prêtre. Exactement. Et donc, il était assez proche du peuple. Il a dit non, ça, il faut quand même qu'on le dise. On est quand même dans un état délabré. Il y a une cause, il y a une logique derrière. C'est pas une question de malédiction, c'est pas le vaudou. Non. Il y a vraiment... il y a une origine qui a été justement occultée. Et c'est en cela que le documentaire est pédagogique. Il cherche justement à lever le voile à sa manière, aletheia, comme disaient les Grecs, à lever le voile sur justement l'occultation. Et alors, le président Aristide s'en empare, il fait ce discours. Il en paie les frais. Il en paie les frais, parce que comment ça finit pour lui ? Justement, il y a Francis Debray Chirac. Régis Debray. Oui, pardon. J'ai dit Francis. Merci, Régis Debray. Donc, il a pour mission secrète de dire à Aristide, c'est soit tu changes de discours, soit tu t'en vas, au fait. Et il finit par... Oui. Il lui dit qu'il a été enlevé, en fait, il quitte... le territoire. Il est contraint de quitter Haïti. Et j'aimerais aussi, justement, sur la question de Jacques Chirac. Chirac, il a dit dans un communiqué datant de... C'est l'ancien président français. Oui, il disait que... C'est en ligne. Il disait que Haïti n'a jamais été une colonie française, au fait.
Donc, on est vraiment dans le négationnisme au départ. Vous voyez ? On parlera aussi de comment le nouveau président Macron, le nouveau président français, tente aussi à travers ces politiques mémoriales qu'il multiplie sur le continent africain et par rapport à Haïti, comment il essaie aussi de récupérer cette question. Moi, ma question, c'était, comment est-ce qu'un sujet comme ça, qui concerne directement la vie des Haïtiens, comment est-ce qu'aujourd'hui il résonne ? Est-ce qu'on en parle ? Alors, j'imagine qu'il y a des priorités qui sont tout autres, mais vous, qu'est-ce que vous faites justement pour conscientiser, sensibiliser à ce sujet ? Justement, donc le collectif il a été créé en 2023. Notre objectif, c'est j'ai apporté avec moi, on travaille avec la population locale pour qu'ils peuvent justement être conscients des enjeux liés non seulement à la rançon, mais aux injustices subies depuis la création de cette État-nation. Donc on a par exemple travaillé sur le code rural de Boyer de 1825 qui a clairement défini les classes sociales. La classification est liée, on en reparlera. Rappelez peut-être qui était donc Boyer, c'est celui qui va signer l'ordonnance de la rançon et qui va instaurer un code rural. Parce qu'en fait, on sait qui a été indemnisé. On sait qui a payé, mais on ne sait pas vraiment... qui, parmi ceux qui ont payé, ont vraiment payé dans le sens où... Parce qu'il y a des bénéficiaires, des colons en ont bénéficié, mais il ne faut pas oublier qu'elle parle de nouveau libre sans définir ce qu'est un nouveau libre. Donc, ce qui se passe, c'est qu'en 1820, avec la mort de tous les nouveaux libres, Henri Christophe et Gaumont, avant ça, on va revenir après sur la figure de Dessalines, parce que je pense que c'est important, mais avec la mort des nouveaux libres en 1820, Henri Christophe et Gaumont, c'est un boulevard, au fait. Il n'y a plus d'obstacles aux républicains, il n'y a plus d'obstacles, que ce soit pour Pétion ou Boyer, pour justement mettre en place. Ce sont de grands propriétaires, ils ont besoin de faire marcher leur commerce. Et vous dites que ce code rural, il va perpétuer l'exploitation des paysans, notamment, et qu'en fait, ce sont les paysans haïtiens qui ont payé tout à fait. La rançon. Oui, certains historiens comparent justement le code rural dont on ne mentionne pas du tout dans le documentaire. Ce code rural, certains disent, ils le comparent même au code noir. Pourquoi ? Il y a un déterminisme social où le fils du paysan doit être paysan, son petit-fils, de génération en génération, on est paysan. D'accord ? Et il y a aussi, il y a aussi cette question de mouvement, la liberté de mouvement. Le paysan n'a pas le droit de quitter l'habitation. Donc, voilà. Boumba, tu peux nous expliquer en quoi ce code rural, qui est donc imposé après donc l'indépendance, va aussi contribuer à la situation actuelle ? Ouais, mais le code rural, il faut l'inscrire dans un contexte plus large, c'est le contexte de discipliner et aussi de réorganiser, de restructurer la société afin de pouvoir répondre à ce besoin de payer la rançon. Donc, il faut, si on se détache de ça, on ne va pas comprendre, et on ne va pas comprendre aussi l'actualité en Haïti. Je soulignais justement, je dis ça à Ken et à Karine. Moi, quand je suis né comme paysan. Tu peux être président de la République d'Haïti, mais tu es né paysan et tu devrais mourir paysan, puisque le paysan, c'est-à-dire, c'est les Africains qui se sont battus pour l'émancipation, pour la libération, et qui ne sont pas des généraux, qui ne sont pas au sommet de l'État. Ces Africains, qu'on appelle les soldats cultivateurs, ce sont ces gens-là qui doivent travailler pour payer la rançon. Donc, il faut les attacher à la terre dans la production des denrées destinées à l'exportation pour pouvoir accumuler des taxes pour payer. Donc, c'est toute la société qu'on connaît aujourd'hui, ça découle de ça. Donc, c'est-à-dire, je vais revenir sur la question de la réparation un peu plus tard. Donc, le code rural, c'est la constitution d'une société d'apartheid, d'une société d'exclusion, d'une société qui crée deux catégories d'êtres humains sur le même territoire. Une catégorie, ce sont les citoyens qui vivent dans les villes, et ceux qui ne vivent pas dans les villes, qui vivent dans les milieux ruraux, ce sont les paysans. Ils étaient plus de 3/4 de la population.
C'est-à-dire que ces élites qui dirigent, dont la plupart ont parlé dans le documentaire, ce pays pendant les 200 ans, ils étaient plutôt petits-fils ou de fils de Français. Vous voyez, donc avec une éducation française tournée vers la France et avec l'acceptation de la rançon, ça a totalement modelé le paysage social, économique du pays qu'on connaît aujourd'hui, décrit comme le pays le plus pauvre du monde, de l'hémisphère occidental, le pays le plus instable ou le pays le plus déforesté. Tout ce narratif autour d'Haïti, c'est pas une malédiction, c'est le résultat direct de l'expérience coloniale et impériale. Et c'est Hugo Chavez qui l'a dit, Haïti est le produit né du colonialisme, le produit né de l'impérialisme et le produit né du néocolonialisme. Et le néocolonialisme a été introduit particulièrement par l'acceptation de la rançon et du paiement de la rançon qui va nous mettre dans cette situation. Aujourd'hui, la demande pour la réparation, il faut le placer dans ce contexte-là. Ce n'est pas une demande qui a été conceptualisée dans les officines. Ça a été une demande déjà, donc Karine parle du médecin, mais il y a un historien haïtien depuis 1979 qui a écrit un livre, Les racines historiques du sous-développement d'Haïti. Un chapitre a été consacré à cette question de la rançon. Et alors justement, comment vous appréhendez cette notion de réparation vis-à-vis de la rançon? La première chose qu'il faut comprendre pour vous, c'est de placer en contexte Haïti, c'est un petit pays de 27 500 km² dans la Caraïbe. Nous partageons l'île avec la République dominicaine. En face de nous, on a Porto Rico, on a Cuba. Haïti, la République dominicaine et Cuba sont les 3 plus grands territoires de la Caraïbe. Haïti, c'est le pays, c'est la porte d'entrée de l'envahisseur européen. Ils sont arrivés en Haïti de toutes les Amériques. C'est le premier endroit où ils sont entrés. Et c'est là qu'ils commencent à établir la colonisation. Et c'est le premier pays duquel ils sont sortis grâce à une révolte, à la révolution haïtienne. Et Haïti est le premier pays aussi à demander la réparation. Avant que la réparation devienne un discours fashion à la mode, c'est d'Haïti. Donc Aristide l'a introduit en 2004 pour demander de restituer notre argent. Donc quand on parle des réparations en Haïti, donc Aristide, il a intelligemment associé réparation et restitution. Et réparation et restitution, il faut comprendre, c'est que quand les Européens sont arrivés, et d'abord, là, on est en Afrique, on est avec les Africains. Quand les Européens sont arrivés, donc la population locale qu'on appelait des Taïnos, des Sibonais, des Arawaks, a été décimée. Et c'était plus d'1 million. En moins de 15 ans, il n'en restait que 60 000. Donc, c'est-à-dire, juste pour comprendre la brutalité coloniale. Et c'est sur demande de racistes de Las Casas qu'il faut aller en Afrique. Oui. Parce que ces gens, ils sont le produit de la malédiction de Cham. Donc, ces gens-là, ils ont été faits pour nous servir. Ce sont ces Africains. Et quand ces Africains, c'est pour ça, dans le documentaire, on parle beaucoup d'esclaves, parce que dans la nouvelle historiographie critique, qui remet en question l'historiographie officielle, on parle de captifs. Parce que ces gens, ils n'ont jamais accepté ces conditions-là. N'ayant jamais accepté, ils se sont battus depuis les côtes d'Afrique. La plupart d'entre eux ont été péris durant la trajectoire. Donc, ils arrivent là-bas, ils se mettent à la bataille pour pouvoir retourner en Afrique. C'est-à-dire, la problématique d'Haïti, qui est une problématique historique, mais il y a aussi une problématique mentale. C'est-à-dire qu'il fallait retourner, il faut se battre pour se libérer, pour retourner. Donc, ces gens-là, finalement, on a créé un nouveau pays, une nouvelle société en pleine hostilité. Et cette hostilité, c'est-à-dire, c'est l'isolation d'Haïti sur la scène internationale parce que ça représentait une anomalie, un défi. Et ce défi qu'il fallait le relever. Pour le relever, le premier pays dans l'hémisphère américain, c'est les États-Unis qui s'y ont opposés en refusant de reconnaître l'indépendance, mais aussi en refusant à Haïti de participer au concert des nations indépendants d'Amérique. Parce que ça, eux-mêmes, c'était un pays blanc. C'est les 2 indépendances qu'on a connues en Amérique, c'était les États-Unis d'abord, mais c'était de blancs européens qui se sont détachés de leur pays, de la domination coloniale anglaise. Et en maintenant les structures de l'esclavage. Donc, c'était un peu différent. Donc, la réparation, pour nous, c'est
à la fois reconnaître, d'ailleurs Aristide l'a dit dans son discours, d'abord en s'assurant que l'esclavage a été reconnu comme crime contre l'humanité. C'est l'argument légal. Et cet argument légal a été travaillé, et les chiffres qu'on a vus, c'est des chiffres qui ont été travaillés pour montrer ça. Mais ça n'a pas pris en compte les torts que ça a causé au développement. Quand on parle de développement, je suis sorti du paradigme de développement, qui est l'équivalent des civilisations ou de progrès comme les Européens l'ont. Et quand je dis développement, c'est-à-dire investir dans des infrastructures pour garantir une vie digne aux Haïtiens. Donc la réparation signifie pour nous, d'abord, nous restituer l'argent qui nous a été volé. Aujourd'hui, la somme équivaut à plus de 115 milliards de dollars selon les derniers chiffres du New York Times. Et le travail qu'on demande à nos camarades, nos frères africains, c'est de se mettre au travail aussi pour produire nos propres données, pour générer nos propres informations, pour pouvoir asseoir ces cas. Donc, la réparation pour Haïti, ce n'est pas une réparation pour les 11 et 12 millions d'Haïtiens, c'est la réparation pour les Noirs qui n'ont pas été considérés comme des êtres humains jusqu'à la révolution haïtienne. Et juste pour souligner, avec l'indépendance, on l'a dit dans le documentaire, le pays s'appelait avant, l'île s'appelait l'île Quisqueya. Avec les Européens, ils ont changé le nom pour l'appeler l'Hispaniola, c'est-à-dire la fille de l'Espagne. Et puis après, les Français, on l'a appelé Saint-Domingue. Et les Haïtiens, on les appelle Haïti, c'est-à-dire Haïti l'orthographe n'était pas H-A-I-T-I, c'était A-Y-T-I. C'est-à-dire, comme les indigènes l'ont appelé, terre haute, terre montagneuse. Il faut le visiter pour voir comme la configuration, c'était donc Haïti. Et l'armée d'Haïti, l'armée qui avant d'être l'armée des indigènes, c'est-à-dire, donc les Africains n'étaient pas des indigènes, il faut savoir. Hein, donc on a été kidnappés des côtes d'Afrique pour travailler dans la servitude. Mais il appelle l'armée des Incas. Et dans la proclamation de l'indépendance, donc Dessalines a eu le soin de dire, nous avons vengé l'Afrique, nous avons vengé les Amériques. On essaie de dire que la portée de la révolution haïtienne, ce n'est pas une révolution pour les 500 000 ou les 400 000 personnes qui restaient, c'était cette portée universelle capable d'intégrer nos personnes noires, comme nous avons été catégorisés, dans cette humanité, l'universaliser, l'humanité en dehors du discours de la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens. Et toi, Karine, comment tu perçois cette question des réparations? Quelle forme elle doit prendre? Dans le collectif contre Rançon 1825, nous ne sommes pas que dans une logique comptable. Et c'est important de restituer, comme il l'a soulevé Bumba. Il y a une restitution, mais il y a aussi réparation. En ce qui concerne la rançon, c'est d'abord une question de restitution. D'accord ? C'est un hold-up, c'est le plus grand hold-up historique, au fait. C'est un hold-up. Nous, qu'est-ce qu'on fait dans le collectif ? Comme on l'a dit, hein, on sensibilise la population. Par exemple, dans le documentaire L'an zéro de la Révolution, c'est 1789. Oui. Haïti, je pense, comme il l'a souligné aussi, je pense que les captifs, comme il dit si bien, les captifs ont commencé la révolte depuis les côtes africaines. D'accord ? Non seulement, après, ça a continué sur les bateaux négriers. Ils n'ont pas attendu la Révolution française. Mais c'est scandaleux, c'est un scandale. C'est plus que du révisionnisme. Ça fait partie de des points que tu soulignais, qui sont un peu controversés dans ce documentaire, qui est aussi une œuvre à destination du grand public et qui raconte aussi comment la France veut raconter cette histoire. Franchement. Mais en fait, c'est le narratif colonial du 19e siècle, 20e siècle, qui est perpétué dans le 21e siècle. Haïti, la révolution haïtienne, la fille de la révolution française. On est dans tous les stéréotypes, dans tous les clichés possibles. Donc nous, on est pour la déconstruction de tout cela. Et il y a quand même eu le marronnage. On en fait quoi ? Il n'y a pas eu de marron non plus ? Non, mais c'est vraiment... Ce sont les lacunes. Ce sont plus que des lacunes. En fait, ce sont des historiens. D'accord ? Ce ne sont pas des gens lambda qui ne connaissent pas. Non, ce sont des gens qui travaillent nuit et jour sur des archives. C'est grave.
Et c'est pour ça que je pense que c'est important d'aller, nous, de travailler sur le matériel, les matériaux et tout, et de traduire en créole et d'expliquer les enjeux à la population. Parce que je pense, oui, bien sûr, c'est important, l'aspect juridique, tout ça, oui, je suis d'accord. Mais le peuple aussi a besoin de comprendre dans quoi il est, pourquoi il est là. Voilà. Et qu'on n'est pas dans une malédiction, comme on va l'entendre aussi. Bon, là, on ne pourra pas vous le passer, mais c'est vrai qu'il y a aussi ce cliché de pays maudit, comme si ça venait de nulle part. Sûr. Alors justement, tu parlais de la manière de sensibiliser les Haïtiens à cette histoire-là, et tu es venu avec une de tes toiles, parce que tu es aussi... peintre, est-ce que tu peux nous la dévoiler et nous expliquer un peu ce que tu as voulu Oui, d'accord. Oui, raconter. bien sûr. Ok. Donc, voilà. Donc, la toile qui a voyagé depuis la France. Donc, merci. Je vais vous expliquer. Je vais me mettre en bas. Donc, je vais vous expliquer. Ce qui est important dans le documentaire, c'est l'iconographie. D'accord ? L'iconographie, c'est la manière de représenter. La représentation, elle est importante. Surtout en ce qui concerne Dessalines. On le voit, c'est le père de la nation quand même. Hein. On le voit, un sabre à la main, avec un colon blanche décapité. C'est scandaleux quand même, hein, le père de la nation. Aucun respect. But anyways, donc pour mon tableau, parce qu'il faut qu'on... Donc ça, c'est un hommage aux paysans, justement, parce que ce sont eux qui ont dû bourriquer, comme on dit en créole. Bourriquer, c'est celui qui travaille avec acharnement pour payer pour la rançon. D'accord ? On ne parle pas des paysans... On n'en parle pas, ils ne figurent pas là-dedans. On sait que la rançon a été payée, on connaît le prix qu'ils ont payé, mais on ne sait pas qui était réellement derrière. Donc ça, c'est un mutisme justement avec lequel il faut rompre, et le peuple a besoin de savoir ça. Donc en gros, là, on voit un paysan, il est amputé d'un bras, et le bras, il est là, d'accord ? Donc avec oui, voilà, une fossile. Oui. Et voilà. Et oui, pour la question climatique aussi, on sait que des arbres ont été coupés. Ça, on n'en parle pas assez, la question de déforestation en Haïti. D'autant que Haïti est l'un des pays les plus vulnérables. Exact. Mais ça ne date pas de maintenant. Climatique. Tout à fait. Et ça ne date pas de maintenant. Ça date de l'époque où il fallait justement payer la rançon, parce qu'ils ont dû couper les arbres, exporter, voilà. Et cette image, elle fait aussi penser à une image assez connue du Congo, de cet homme qui a été amputé en punition. D'ailleurs, hier, elle avait été projetée. Justement, quel lien vous faites avec l'histoire de l'Afrique, justement, parce qu'on a l'impression, et je pense que c'est pas qu'une impression, que Haïti s'inscrit aussi dans cette histoire-là, était un peu précurseur, a été le laboratoire de ce qui va être ensuite dupliqué en Afrique. J'aimerais savoir quelle est votre perception sur ça. C'est plus qu'une perception, c'est que l'actualité de l'Afrique, c'est l'actualité d'Haïti. Hein. Moi, quand on regarde ce qui se passe au Congo, on est en train de vivre, c'est un continuum, quoi. On est de l'autre côté de l'Atlantique, mais en vivant la même réalité coloniale. Et d'ailleurs, donc avec les jambes coupées ici, là, donc il y a l'histoire d'un résistant qui venait du Congo et qu'on appelait le jambes coupées. C'était comme ça, qui a été décapité. La punition, quand on rébellait sur le temps de l'esclavage, on ampute certaines parties de ton corps dans les jambes. Donc, c'est-à-dire qu'avec le Congo, c'est pas une ressemblance, c'est la même histoire. C'est la même histoire. Et pour autant, on a l'impression que les gouvernants en Afrique, en tout cas, on ne les sent pas vraiment derrière les Haïtiens. C'est-à-dire que la question des réparations, elle n'est portée qu'en 2025 par l'Union africaine, alors qu'une nation comme Haïti, qui a joué un rôle important dans notre histoire collective, l'a portée plus de 20 ans avant. Ouais. Mais plus près, c'est que la demande d'Haïti a donné naissance
mais sans le dire, à la commission de la CARICOM pour la réparation de la Caraïbe, avec des dynamiques totalement différentes. Aristide a planté le décor de manière carrée. Nous avons besoin de notre argent, nous avons besoin de réparation. Donc, c'est-à-dire, alors que dans la Caraïbe, la dynamique, c'est plutôt, on se met en mode pour soit négocier, parce que là, avec les Commonwealth, qui a toujours une nouvelle forme de colonialisme, donc ça, c'est un peu différent. Mais avec l'Afrique, c'est cette complexité qui est assez difficile d'expliquer, que nous sommes le seul peuple noir de la Caraïbe réclamant notre africanité, comme peuple noir, déjà quand on dit c'est la première république noire du monde, c'est que c'est dans la constitution de Staline a écrit, nous sommes un peuple noir. C'est-à-dire, tous les citoyens sont reconnus de noirs. C'est-à-dire que si vous êtes blanc, vous êtes là, il faut d'abord reconnaître ça, c'est une république noire. Tu vois, c'est un empire de la liberté. Si vous êtes noir et vous avez fui les habitations coloniales dans la Caraïbe, partout, dès que vous êtes libre et vous avez un morceau de terre pour vivre. Donc, c'est-à-dire, et avec l'Afrique, il n'y a pas cette... ça, c'est ce qui manque. Il y a cette Haïti qui appelle l'Afrique, ou cette Afrique qui ne cherche pas Haïti, où on est comme perdu dans l'océan Caraïbe, dans la mer des Caraïbes, où l'on parle créole, qui a été... notre cosmovision, oui, c'est ça. Nous parlons créole et puis tous nos voisins, ils parlent anglais, ils parlent espagnol. Nous sommes le seul peuple qui se dit, c'est écrit dans notre ADN qu'on est un peuple noir, alors qu'à côté, et les Dominicains, quand je dis les Dominicains, les élites dominicaines réclament leur latinidad. Et c'est-à-dire, c'est tellement compliqué. On est coincé par les États-Unis qui est la prolongation de l'Europe en Amérique et qui étendent leur hégémonie, occupent, briment, bradent les économies et toute la culture nègre venue de l'Afrique, toute cette aspiration. Donc, nous avons été criminalisés, notre croyance, notre culture, le vaudou, je ne suis pas vaudouisant dans la pratique, mais on est dans notre cosmovision, c'est ce qu'on a vu dans la musique d'hier, Karine et moi en commentaire, et c'est la musique de chez nous. La façon dont les mecs dansaient, c'est les cérémonies de tous les jours. Donc, c'est-à-dire que quand tu y arrives là, en Haïti, dans n'importe quelle ville, moi je suis allé au Kinshasa, et je dis, mais là c'est Port-au-Prince. Ou dans le marché au Sénégal, là, le marché de Silène, au marché de Sandaga. Là, c'est la même réalité. On a reproduit l'Afrique on recherche l'Afrique dans cette reproduction, mais dans une hostilité sans pareil que de vivre en face des États-Unis et aussi d'être sur le colonialisme français. Il y a un point, peut-être Karine va souligner. Oui, j'allais juste dire sur la question agraire. D'aucuns disent que justement l'assassinat de Dessalines est également lié à la question agraire, parce qu'à un moment donné, il dit aux anciens, tout comme aux nouveaux libres, qu'en est-il de ceux dont les pères sont en Afrique? N'auront-ils rien? Parce qu'il faut savoir qu'il y avait la question de la terre. Qui va avoir quelle portion Donc, il y a ça aussi. Et donc, il était conscient de l'Afrique. Du lien avec l'Afrique. Même la cérémonie bois caïman, certains disent congrès, etc. Il y a aussi Boukman, le vaudou, etc. Là aussi, c'est quelque chose dans le documentaire. Là, il faut attirer votre attention. Le documentaire, c'est vrai, a un portée pédagogique, mais c'est un documentaire, c'est une version au rabais. C'est une version au rabais. Et dans cette version au rabais, on parle beaucoup des cérémonies. C'est une façon pour réduire la portée politique de ce congrès politique dont les principaux chefs marrons venus de partout du pays pour se rencontrer et pour profiner la stratégie de libération. Et une semaine après, c'était le premier soulèvement dans le Nord. Donc, alors on parle tout le temps de cérémonies et ça a été la version de l'Église catholique. Et c'est ce point-là que je pense que Karine allait souligner. En 1825, on a payé la rançon, mais en 1860, la conséquence, c'est que la France va non seulement s'occuper des finances, mais aussi de la formation. L'éducation, c'est fait par les frères de l'instruction chrétienne. L'élite politique, économique et intellectuelle qui rafle des prix en France, un peu partout, ils ont été surtout validés, surtout par cette éducation et qui, aujourd'hui,
et qui aujourd'hui continue à criminaliser le créole, qui a été la langue de la résistance, le ferment entre les différentes factions venues de l'Afrique. Ouais, une politique d'assimilation et d'aliénation. Mais pour vous, c'était important que ce documentaire soit diffusé parce que c'est aussi ça que le public français reçoit de cette histoire-là. Mais je pense que ça fait partie d'un dispositif plus global. Par exemple, Macron a multiplié les commissions avec des déclarations. Et tout ça, c'est pour essayer de bloquer cette montée radicale pour les réparations, où le cas d'Haïti, comme avant, comme c'était en 1804, ne sert pas d'exemple. Ne sert pas d'exemple ni aux pays africains. Nous, quand on parle, je disais ça à Karine, on s'assoit dans ce carrefour-là entre l'Amérique latine, avec des communautés indigènes qui ont été aussi comme les Africains. Donc, c'est-à-dire que si cet exemple de réparation arrive à succès, ça va être un exemple pour repenser le rapport monde, les rapports au niveau international. Donc, c'est-à-dire que la France a peur de ça et Macron, en multipliant les commissions, je n'accuse pas le producteur du documentaire, mais ça, pour moi, je l'inscris dans ce dispositif de bloquer la montée de cette demande pour la réparation. Et aussi, le documentaire a la force d'éliminer les lieux de conflit, la conflictualité de la question de réparation. La question de réparation, c'est une question hautement politique et conflictuelle, c'est-à-dire demande au monde de se regarder en face. Aujourd'hui, au XXIe siècle, c'est pas quelque chose, c'est pas le passé, c'est le présent. Tu vois, donc merci. Je voulais ajouter quelque chose sur justement comment Emmanuel Macron essaie de récupérer cette question-là, parce qu'effectivement, il a multiplié les commissions sur plein de dossiers, que ce soit par exemple la guerre du Cameroun, l'Algérie, le Rwanda. Là, sur le massacre de tirailleurs africains au Sénégal, il a reconnu que ça avait été un massacre. Comment, dans le cas de Haïti, comment est-ce qu'on peut lire le fait que la France ait créé cette commission franco-haïtienne? Je pense qu'il faudrait peut-être voir un parallèle avec ce qui s'est passé avec l'ordonnance de 1825, dans la mesure où c'est Charles X qui décide du sort d'Haïti, n'est-ce pas? Et ce qui est intéressant, c'est que la commission franco-haïtienne, elle est composée aussi de ceux qui parlent à l'écran, en fait. Qui parlent à l'écran? Oui. Des historiens, oui. Du terroir, hein, ce ne sont pas des étrangers. Alors, on arrive au terme de cette conversation et j'aimerais quand même qu'on prenne quelques questions. Peut-être devant. Je m'appelle Makadi, je suis français. Donc c'est une histoire qui m'intéresse, que j'ai découvert très tardivement. Juste en remarque introductive, c'est que sur les bancs de l'école de la République française, on n'apprend pas cette histoire-là. Ça a un peu changé depuis la loi Taubira de 2000, où on est obligé d'intégrer dans le programme scolaire cette question-là, mais qui est souvent traitée pour des études de cas qui sont facultative et très très modeste. Donc là, les Français, donc c'est pour ça ma première question, c'est, je comprends le travail d'éducation que vous faites auprès de la population haïtienne sur cette thématique-là. Quel est le travail qui est effectué auprès de la population française? Parce qu'en fait, on voit bien que l'histoire des deux pays est liée et que finalement, la rançon qui a été portée par Haïti a servi finalement à la richesse de la France. Donc c'est ma première question. Et la deuxième question, vous avez un peu évoqué le sujet, mais peut-être un peu plus creusé. Est-ce qu'il y a justement des concertations entre votre initiative de contre-rançon pour Haïti et toute la réflexion sur la question de l'indemnisation des propriétaires d'esclaves dans d'autres anciennes colonies françaises, comme la Guadeloupe et la Martinique, où là aussi, en fait, l'État français, au lieu d'indemniser les esclaves pour le préjudice subi, on préférait indemniser les anciens propriétaires de plantations. Okay, thank you so much. It's quite unfortunate of what Haiti underwent, and it's quite surprising that up to date, insurgencies are still undergoing. Insurgencies are still going on. Now, when it comes to reparatory justice, I don't know why most of the presenters are merely zeroing it down to a financial or economic compensation. But when it comes to atrocities done in both Haiti and on Africa, even in other areas, it was beyond economic
degradation or economic loss. We lost our culture, we lost our identity, we lost our names. We literally lost who we are. Why do we have conversations that are merely focusing on economic compensations? And again, to the other hand, what are we doing as a people, as a race, in this case, Haiti, to see that the young generation understand what their grandparents went through such that they join their energy, they join their effort toward demanding what belongs to them. Remember, the older people know the way and have the vision, but the young people have the energy to walk there. Thank you. Karine? Je vais répondre d'abord à ta deuxième question, parce que la première, Karine va répondre. Et oui, donc la demande de réparation ne peut pas être une réparation pour les Haïtiens, ça, seulement, exclusivement. Ça doit être, c'est pour ça qu'on s'attaque au colonialisme. Les institutions aujourd'hui internationales restent des institutions coloniales. Donc s'il n'y a pas un effort collectif qui traverse l'Atlantique et aussi incluant l'Amérique latine, non seulement les autres colonies antillaises, l'ancienne colonie antillaise. Donc, il faut que cette conversation, qu'on le place dans cette globalité en tenant compte de la spécificité. La spécificité qui est Haïti, c'est qu'on a payé après avoir vécu le colonialisme. Vous voyez? Donc, du coup, oui, il faut ça. Donc, quand j'ai mentionné au début, c'est après, bon, Christiane Taubira, la loi Taubira, c'est la loi qui a établi l'esclavage comme crime contre l'humanité et sur lequel Aristide va s'appuyer pour dire on demande restitution et réparation. Et pour répondre à mon frère là-bas, c'est-à-dire avant c'était pas seulement restitution parce qu'on a payé. Donc cet argent on l'a donné. Les sacs d'argent sont partis pour aller payer la France. Donc c'est pas réduire la question de réparation à la question financière, mais ça c'est un cas unique. Mais deuxièmement, on a demandé réparation. Restitution, réparation. Il y avait un troisième palier, c'est dédommagement. C'était ça aussi les discours en 2004. C'est-à-dire, ça a eu l'ambition de globaliser et de comprendre. Et encore une fois, Aristide a eu le coup d'État. Après, ils ont fait le coup d'État. C'est pour empêcher que ce mouvement. Bon, c'était une grande campagne. Bon, mais pour les gens qui n'aiment pas Aristide, moi non plus, j'étais dans la rue contre Aristide, mais c'était une manipulation totale contre Aristide. Mais on n'a pas pu comprendre cette demande. Et ça a eu lieu en 2004. 2004, c'est-à-dire les 200 ans de l'indépendance d'Haïti. Personne de ma génération ou de la génération avant, on n'aura pas cette opportunité de célébrer. Et en Afrique, pour parler de l'Afrique, il y avait Keita Mbeki de l'Afrique du Sud qui est parti là-bas pour payer sa présence et appuyer non seulement la demande pour la restitution, mais aussi ce que ça veut dire les 200 ans d'indépendance d'Haïti. Donc, pour répondre à votre première question, qu'en est-il du public français? C'est vrai que notre première préoccupation dans le collectif Contre-Rançon, déjà, ça c'est en créole qu'on a écrit. Donc, notre premier souci, c'est de travailler avec les principaux concernés, on va dire ça, dans notre langue maternelle. C'est pour ça qu'on a travaillé sur le code rural de Boyer en créole. On a aussi un lexique en créole aussi, pour qu'ils puissent bien s'imprégner de la question. Et il y a effectivement un travail à faire auprès du public français, surtout lorsqu'on voit ce qu'on leur vend, n'est-ce pas? And to answer your question, I definitely agree with you, because it's not only about money at the end of the day. Why isn't it about money alone? Because we were stripped of everything, or identity. It was a theft, right? So, and for example, the documentary, right? It's like our story starts in 1799 when I came here. So this is my first time in Africa. I've never been here before. Yeah. So when I saw the Messiah chiefs yesterday, right? I was stunned. I'm like, this is a warrior. They're warriors. So why would we just agree to just go with with the colonials? It makes no sense. So we have a lot to learn, but there's a lot that we have to
in French, we say désapprendre, deconstruct, you know? Because the healing starts there. Of course, restitution is important, right? It's unjust. But there's also a work to be done on the self, you know, on us, right? So, yeah. Merci. Merci beaucoup. C'était passionnant. Haïti, c'est complexe. C'est un sujet qui demande du temps. Donc, je vous invite vraiment à lire, à regarder. Il y a quand même beaucoup de productions. Il y a beaucoup de... le monde artistique et également haïtien est très vivant et ça permet aussi d'entrer dans cette histoire. Thank you, everyone. Merci beaucoup.